Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La période chaude se profile à l'horizon avec les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable des villes du Burkina. L'Office national de l'eau et de l'assainissement est à la recherche de stratégies pour juguler le déficit. Notre invité nous en dira plus. La Corée du Nord a suscité aujourd'hui la réprobation générale avec le lancement d'une fusée à longue portée. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence après ce tir qui sonne comme une énième provocation. Fin hier de la conférence régionale sur la charte africaine de la jeunesse qui se tenait à Ouagadougou. Elle a rassemblé des partis politiques de la sous-région. La conférence a débouché sur la publication des résultats du concours du programme de renforcement de capacité des jeunes leaders en politique PIPA. Vainqueur de ce concours, l'Union pour la République et la démocratie URD. Reportage Amadou Ilboudo Oumoussissé. Le Mali est le grand gagnant du concours PIPA, le programme de renforcement de capacité des jeunes leaders en politique. Et ce sont les jeunes de l'Union pour la République et la démocratie URD, parti malien de l'opposition qui rafle le premier prix devant le PNDS du Niger, l'ADF-RDA du Burkina Faso. C'était à la clôture de la conférence régionale sur la charte africaine de la jeunesse. J'éprouve des sentiments de joie, mais aussi un sentiment de fierté, parce que quand on est primé, ça veut dire quand même qu'on a mis de son sérieux pour faire un travail. La charte africaine de la jeunesse a été adoptée en 2008 et le Burkina Faso est le 11e pays à l'avoir ratifiée. La charte a servi de viatique pour l'élaboration de la politique nationale de jeunesse, laquelle politique nationale de jeunesse nous allons bientôt relire pour l'adapter au nouveau contexte. Nous sommes obligés de relire cette politique nationale pour l'adapter aux légitimes aspirations et aux attentes fortes de notre jeunesse. Le programme PIPA a été lancé en 2012. Il donne l'opportunité aux jeunes Africains d'améliorer leur participation et leur influence dans la politique et dans la société, dans le sens de la consolidation de la démocratie et des droits humains. Une conférence sur le rôle et la place de la jeunesse dans le développement de Bobo-Dioulasso a mobilisé hier de nombreuses personnes. La conférence marque le début d'une série d'activités qui visent à mettre la jeunesse au cœur de tout processus de développement, comme le souhaite une structure locale intitulée « Initiative pour la relance socio-économique de Bobo ». Reportage Idrissa Warga, Sanoua, Christine Koulibaly. Moins de 30% des potentialités de la commune de Bobo-Dioulasso sont aujourd'hui exploitées selon le conférencier. De ces potentialités sous-exploitées, la jeunesse. Une jeunesse que l'initiative pour la relance socio-économique de la ville de Bobo-Dioulasso veut mettre au cœur de tout processus de développement. Et impliquer cette jeunesse au niveau des collectivités, ça ne peut passer que par la dynamisation de leur organisation. Donc, il faut que ces organisations soient assez structurées, assez représentatives et aussi que ces organisations puissent valoriser ce potentiel qu'ils ont. Cette valorisation passe nécessairement par l'engagement et la responsabilisation de la jeunesse. Une jeunesse qui s'est dit abandonnée, une jeunesse qui s'est dit oubliée, est une jeunesse déprimée, c'est une jeunesse qui ne s'engage pas. Ou du moins, lorsqu'elle veut s'engager, elle est prête à détruire, elle est prête à casser. Nous voulons aujourd'hui que la jeunesse sache qu'elle a une force. Et c'est cette prise de conscience qui peut permettre à ce que la jeunesse s'engage résolument pour le développement. Pour une réelle relance du développement socio-économique de la commune, l'initiative entend conduire un diagnostic participatif dans les 7 arrondissements afin de déceler les vrais problèmes de développement et recueillir les propositions de solutions. Des éléments qui seront mis à la disposition des futures autorités communales. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, prévient les consommateurs. La période de chaleur sera marquée par des pénuries d'eau. Une situation qui a commencé dans certains quartiers de Ouagadougou où l'on assiste à des baisses de pression si ce ne sont pas tout simplement des coupures d'eau. Certains habitants passent déjà leur nuit devant les robinets. Le constat signé Adama Guiti Olopoda.
La famille Drabo a de la chance, l'eau coule de son robinet tous les jours, même si la pression baisse souvent. On ne connaît pas une coupure d'eau ici, mais il arrive souvent que la pression baisse. À quelques 200 mètres de là, c'est une autre situation, un autre monde. Les habitants de la cité de Rimkita font face à une pénurie d'eau. Dans cette zone viabilisée et raccordée au réseau de l'ONEA, les riverains passent la moitié de la nuit devant leur robinet à attendre l'eau. Dans ce quartier, partout c'est comme ça. Il faut te lever à 2 h du matin pour rester au dehors, avoir de l'eau. À partir de 6 h du matin, 5h30 même tu te lèves, tu ne peux pas avoir de l'eau. On a passé presque une journée entière sans avoir l'eau. Donc on était obligé d'aller payer les sachets d'eau qu'on vend dans les boutiques là, pour venir faire la cuisine et puis en profiter même se rincer. Baisse de pression, voire des coupures totales d'eau, surtout dans les quartiers périphériques et dans les quartiers situés en hauteur en termes topographiques, c'est la situation que vivent au quotidien de nombreux Ouagalais. Et les facteurs explicatifs de ce déficit sont entre autres l'expansion spatiale de la ville de Ouagadougou et la forte augmentation de la demande en eau. Actuellement, les besoins en eau de la population sont largement au-dessus de nos capacités de production. Et c'est ce qui explique que, en temps normal, et comme en temps de forte canicule, eh bien, on enregistre effectivement des coupures plus ou moins graves dans les différents quartiers. Et effectivement, même au jour d'aujourd'hui, il y a des quartiers qui connaissent des coupures, même si la gravité est moindre que pendant la période de canicule. Pour s'approvisionner en eau potable, les femmes, pour la plupart, sont souvent obligées de se rendre devant ces pompes. La rareté de cette source de vie fait grimper les prix de vente chez certains revendeurs. Sans coupure, la barrique d'ordinaire, c'est 200 francs. Mais maintenant, quand il y a coupure d'eau comme ça, il n'y a pas d'eau, ils peuvent aller à 300, 500, parfois même jusqu'à 1000 francs. Et il m'arrive souvent d'aller très loin chercher de l'eau pour venir laver les engins. Et là, les clients perdent patience et repartent. Et cela ne m'arrange pas du tout. Conscient des désagréments que le manque d'eau occasionne, le gouvernement a engagé des actions à court et moyen terme pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Nous mettons en place un suivi quotidien à travers donc l'organisation d'une distribution par zone pour permettre en fait que même les zones les plus défavorisées, en fait ces zones c'est des quartiers périphériques, c'est les zones qui sont un peu en élévation du point de vue topographique, pour faire en sorte que ces zones également puissent, pendant une certaine période de la journée, puissent avoir de l'eau. Entre contraintes et défis, la nationale de l'eau prévoit mettre fin aux coupures d'eau en 2017 avec le projet Ziga 2 qui est en cours de réalisation. En attendant, l'ONEA invite les populations à avoir des réflexes d'économie d'eau et de bonne gestion des réserves d'eau. Voilà, ce qui nous permet de recevoir le directeur de l'exploitation de l'ONEA, M. Lassina Sanou. Bonjour, M. Sanou. Bonjour. Merci de venir ce midi sur notre plateau. Nous parler donc de cette période chaude et des mesures que l'ONEA a décidé d'entreprendre pour, en tout cas, atténuer ces pénuries d'eau qui, en tout cas, qui sont récurrentes et qui, en tout cas, qui sont cycliques, qui viennent chaque année dans plusieurs villes de Burkina. Alors, votre commentaire d'abord par rapport à cette situation qui a été faite par Olopoda. Effectif. Ce qui vient d'être présenté, c'est une situation effectivement que nous connaissons. Et dans tous les jours, dans tous les cas, nous travaillons à, en tout cas, atténuer les désagréments liés à ce déficit-là. Effectivement, ce qui a été présenté, c'est une situation connue de la part de l'ONEA. Alors, donc, ce que je pouvais dire tout de suite, depuis 2014, à l'approche surtout de la période de très forte demande, savoir la période de la canicule qui va généralement de mars à juin de chaque année, nous nous permettons d'attirer, en tout cas de prévenir les consommateurs de la situation, de la dégradation à laquelle la desserte en eau va faire face. Alors, disons que
Également, au cours de ces différentes rencontres que nous avons avec la presse à l'attention de la population, c'est également une occasion pour nous de les tenir informés de ce que nous faisons pour atténuer ces déficits. Et également, nous recommandons souvent, dans la plupart des temps, des recommandations à observer pendant cette période difficile. Quoi qu'on dise, comme vous l'avez constaté tout ce au niveau du quartier Rimkieta, mais il y a des quartiers qui ne connaissent pas de coupure d'eau. Je crois que dans un esprit de solidarité, il est également important qu'on explique le phénomène et ensemble, aller comment on va gérer, voir comment nous allons gérer la situation pendant cette période difficile. Alors, les pénuries d'eau, c'est essentiellement à Ouaga, à Bobo et dans un certain nombre d'autres villes. Vous avez dit 18 villes en tout. Voilà. Actuellement, quelle est en tout cas la stratégie mise en place par l'ONIA pour pouvoir juguler cette crise-là? Le gouvernement a dit tout récemment qu'il fallait mettre en place un programme d'urgence 2016-2017. Comment, en tout cas, va se décliner ce programme d'urgence-là? Ok, c'est vrai que le déficit en eau ne concerne pas seulement la ville de Ouagadougou. Alors, ce qu'il faut d'ores et déjà noter, il faut savoir que notre pays est situé à plus de 80% sur une formation hydrogéologique très pauvre en ressources naturelles, en ressources en eau souterraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur plus de 80%, plus de 80% des villes alimentées en eau potable par l'ONEA se situent dans des zones où la ressource en eau souterraine est quasi inexistante. Alors, donc ça cause effectivement beaucoup de difficultés quant à l'alimentation durable en eau potable de ces villes. Alors, donc, en plus également de cette situation dont je viens de faire cas, il y a également l'évolution très importante de la population. Il y a l'urbanisation très galopante de nos différentes villes qui également ne nous facilite pas du tout la situation. Alors, donc... Là, vous parlez de contraintes objectives voilà, tout à fait. Auxquelles devrait faire face l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Auxquelles nous sommes confrontés, et dans presque toutes les villes. Si cette question de contrainte, la question de la ressource en eau au niveau de la ville de Ouagadougou a été pratiquement résolue, il n'est pas du tout de même qu'en ce qui concerne les autres villes, à savoir les autres environ 17 villes au niveau du pays. Mais pour revenir sur le cas spécifique de la ville de Ouagadougou, il faut dire que cette ville, du point de vue ressources, on a suffisamment de ressources pour faire face à la demande en eau. Sachez également que annuellement... Mais comment vous expliquez les coupures d'eau si la disponibilité des ressources hydriques est forte? Comment vous expliquez ces coupures intempestives d'eau? Cela, je vais revenir. Nous disposons de la ressource, mais cette ressource n'est pas mise directement à la disposition des populations pour consommation. Il faut traiter cette eau. Et le boulot d'étranglement en ce qui concerne la ville de Ouagadougou, c'est la capacité de traitement que nous mettons en place. Et il faut noter que ces capacités de traitement sont également dimensionnées en fonction de l'évolution de la population. Sachez qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, la maîtrise totale du taux d'évolution de la population n'est pas certaine. Alors, ça fait que souvent, dans la planification, les paramètres utilisés font de telle sorte que l'échéance que nous avons fixée pour les investissements sont vite atteints. Alors, vous pointez du doigt aussi la pression démographique avec cette augmentation de la population urbaine, en tout cas des deux principales villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Naturellement, puisque dans tous les cas, la demande en eau est effectuée, elle est imprimée par les populations. Plus la population augmente, plus la demande également augmente. Alors, puis de Ziga 2, est-ce que ces travaux-là, qui sont prévus pour être achevés en 2017, viendront vraiment soulager les populations de Ouagadougou? Effectivement, Ziga 2, c'est comme je l'ai dit, consiste au renforcement de la capacité de production de l'eau venant de Ziga. Ne touche pas au barrage, le barrage, il y a de la ressource, il suffit d'augmenter la capacité de production
Et selon les prévisions que nous avons, auxquelles nous sommes à ce jour, ce projet doit en tout cas satisfaire la demande en eau d'une manière durable, en tout cas pour la ville de Ouagadougou, jusqu'à l'horizon 2030. Alors, en ce qui concerne les autres villes, la question de la ressource, la question de la mobilisation de la ressource, à ce jour, n'est pas totalement réglée pour la plupart des centres. Alors là, effectivement, le gouvernement, au cours du Conseil des ministres de cette semaine, nous a également instruit à travers notre ministère de l'eau et de l'assainissement à ce que des solutions à court, moyen et long terme soient trouvées pour, en tout cas, satisfaire de manière durable l'alimentation en eau potable de toutes les villes ou de tous les villages au niveau du Burkina Faso. Il s'agit justement de la mise en place du programme d'urgence 2016 et 2017. Tout à fait. Alors, M. Sanou, vous avez parlé tantôt de comportement qu'il faut avoir parce qu'il y a des quartiers de Ouagadougou qui ne connaissent jamais des coupures d'eau. Par contre, d'autres sont abonnés aux coupures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme comportement pour que tout le monde puisse être logé à la même enseigne? Alors, à l'urgence, en ce qui concerne la ville de Ouagadougou, nous avons déjà d'ailleurs mis en service un certain nombre de forages. Même si les débits, c'est-à-dire la productivité de ces forages, ne donnent pas les résultats que nous souhaitons, nous avons déjà mis un certain nombre de forages. Nous avons également, au niveau de la station de Paspanga, essayé d'augmenter la capacité de production. Toutes ces actions vont concourir à réduire les déficits en forte période là, de l'ordre de 35%. Ça veut dire que ça va passer à peu près de 47 000 m3 jour à environ 30 000 m3 jour. En plus de ça, nous avons été également instruits par le gouvernement d'équiper de manière très urgente les forages qui sont situés et déjà équipés dans les quartiers dits très difficiles. Notamment, vous avez les quartiers vous avez Bassenko, vous avez Yarma, vous avez certaines zones de Nagré qui sont concernées, Rimkieta, qui sont concernées par cette situation. C'est comme si vous avez suivi l'intervention du directeur régional. Ce sont des zones, si vous voulez, situées en bout de notre système. Ça fait que lorsque la demande en amont est très importante, tous ceux qui sont situés à l'aval peuvent connaître des difficultés. Il revient à l'ONEA, dans le cadre de la gestion de cette pénurie, de voir comment nous équilibrons la desserte, la distribution, le peu d'eau qu'on peut produire, que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, dernier mot, qu'est-ce que vous avez comme, en tout cas, appel, conclusion, en tout cas à l'endroit de tous vos clients qui sont nombreux, qui sont souvent mécontents et qui attendent des services de qualité de la part de l'ONEA? Alors, d'abord, à l'endroit de tous les consommateurs, à l'endroit de tous les clients de l'ONEA, d'ores et déjà, on leur demande indulgence et compréhension face à cette situation. Alors, dans un esprit de partage, ce que nous souhaitons, il faut qu'on évite les gaspillages. Gaspillage, dans un premier temps, lié souvent à l'utilisation, à l'arrosage d'un certain nombre de véhicules, l'arrosage des plantes, essayons d'être modérés. Ensuite, pendant cette même période également, et pour que la facture ne soit pas très salée souvent pour certains abonnés, nous leur recommandons également de fermer les robinets pendant les périodes de coupure annoncées. Et également, nous demandons également au niveau des abonnés de vérifier les installations internes. Les installations internes, parce que vous pouvez fermer le robinet de l'ONEA, ce n'est pas du tout suffisant. Également au niveau de vos installations internes, tant qu'il y a des fuites d'eau, il serait intéressant qu'on y remédie rapidement et ce surplus d'eau
pourrait servir également à alimenter un certain nombre de personnes qui sont dans les besoins les plus puissants. Merci beaucoup, M. Lassina Sanou. On comprend bien que vous avez envie vraiment de lancer cet appel pour que les consommateurs burkinabés ne soient pas encore en train de courir, en tout cas pour avoir de l'eau, cette denrée précieuse qui, en tout cas, qui donne la vie. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau nous parler donc de cette période qui se profile à l'horizon et qui sera difficile, et tout est mis en œuvre du côté de l'ONIA pour, en tout cas, résorber cette crise en ressources hydrauliques. Merci beaucoup. Merci. Le traitement des déchets biomédicaux constitue un casse-tête pour les structures sanitaires burkinabais. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est confronté à cette difficulté, étant un grand producteur de déchets. L'hôpital ne dispose pas d'incinérateur pour se débarrasser de ces déchets qui comportent de grands risques infectieux. Paul David Bambara et Nyarkiteda. Les ordures de ce genre, l'hôpital Yalgado produit chaque heure. Ce sont des déchets biomédicaux. Par leur nature, ils présentent des dangers pour le personnel soignant ainsi que tous ceux qui fréquentent l'hôpital. Quand on parle de déchets hospitaliers ou déchets biomédicaux, on peut avoir des déchets à risque infectieux et des déchets à risque non infectieux. Et à côté de ça, nous avons les déchets de soins à risque infectieux. Ça, leur spécificité, comme on l'a dit, à risque infectieux, ce sont des déchets qui, par leur nature, peuvent provoquer des maladies ou d'autres nuisances. Au regard de leur caractère dangereux, ces déchets doivent être traités de façon spécifique et avec diligence. Les déchets à risque infectieux sont produits dans les services cliniques et médico-techniques. Et pour différencier ces déchets à risque des déchets ménagers, assimilables aux ordures ménagères, il y a un code couleur qui a été arrêté au niveau national et international. Quand on prend les sachets ou les récipients noirs, c'est pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères. Les sachets de couleur jaune, c'est pour recevoir les déchets à risque infectieux. Et les sachets de couleur rouge, c'est pour recevoir les produits toxiques comme les produits périmés de laboratoire et de pharmacie. Donc on appelle ça les déchets à haut risque infectieux. Des poubelles sont dressées pour récolter les produits dans les services et hors des services. Chaque fût avec sa nature de déchets, tout doit être enlevé chaque fois et traité pour éviter toute nuisance. Chaque jour, ces déchets sont enlevés quotidiennement dans tous les services. Et au niveau des urgences, comme la production est un peu intense, c'est à ce niveau le rythme d'enlèvement, c'est 2 fois par jour. Et ces déchets sont stockés en fonction de leur provenance. Si ce sont les déchets assimilables aux ordures ménagères, c'est stocké dans un bac aménagé pour ça. Et si ce sont les déchets à risque infectieux, ça c'est stocké devant l'incinérateur. Et ces déchets doivent être incinérés avant d'être enlevés. Malheureusement, à Yalgado, il y a problème. Tous les déchets sont stockés ici. Le seul incinérateur est hors d'usage depuis 3 ans. À force de surexploiter l'incinérateur, rapidement c'est tombé en panne. Et bon, donc on est là sans incinérateur. Le CHI Yalgado produit 180 kg jour uniquement pour les déchets biomédicaux à risque infectieux et pourrait même aller au-delà. C'est désormais donc un défi majeur à relever pour l'hôpital national de référence. Notre ambition, c'est effectivement d'avoir vraiment un vrai incinérateur moderne. En tout cas, nous avons élaboré notre plan de gestion des déchets biomédicaux qui comporte les différentes actions, ce qu'il faut en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, etc., etc. Il faut le faire car les déchets biomédicaux doivent être traités avec soin. En attendant, l'enlèvement et le traitement sont confiés à un prestataire privé qui utilise les moyens traditionnels pour les incinérer à quelques encablures de la ville de Ouagadougou une fois dans la semaine. L'un des objectifs majeurs du continuum éducatif, c'est d'éviter la déperdition scolaire. Quelques années après sa mise en œuvre, des difficultés sont apparues sur le terrain. Il s'agit par exemple de l'insuffisance d'enseignants, comme dans le CEG d'Abanga, dans le Yaga, un collège où le manque d'enseignants oblige le directeur à enseigner toutes les matières. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié.
Le collège d'enseignement général de Abanga a ouvert ses portes en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du continuum éducatif et depuis lors, cet établissement situé à une quarantaine de kilomètres de Seba, chef-lieu de la province du Yaga, manque de tout. Pas d'enseignant titulaire, le directeur est seul. Pour le moment, je suis le seul enseignant titulaire qu'on a affecté ici. Pour le moment, on est là, on n'a pas reçu des affectations en matière d'enseignants. L'établissement compte pour le moment 2 classes, à savoir la 6e et la 5e. Près de 7 matières y sont enseignées et le directeur, pour pallier le manque d'enseignants à sa manière, enseigne presque toutes ces matières. Professeur d'histoire, professeur de géographie, de français, Diallo Yembouadou est également professeur d'anglais par la force des choses. C'est avec les petites connaissances que j'ai reçues depuis le lycée. Voilà. Et puis bon, la première année à l'université, on a eu à faire l'anglais. C'est avec ce peu-là que j'essaie de jauger pour donner les petits éléments aux enfants. Pour les cours de mathématiques, il s'attache les services d'un professeur de Solhan, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Abanga. J'interviens au CG de Abanga. On ne m'a pas affecté ici. Donc on m'a demandé d'intervenir sous forme de vacation. Un manque d'enseignants qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de l'éducation dans cet établissement. La plus forte moyenne dans la classe de 5e est de 10. Les élèves eux-mêmes, on n'arrive pas à les satisfaire comme il le faut. Et puisque chaque fois, bon, ils chôment ici, ils font les cours ici, demain ils n'ont pas cours. Je suis obligé de courir de gauche à droite. Et moi, en tant que directeur, il y a des moments, ce n'est pas du tout facile. Pour résoudre ce manque d'enseignants, le directeur dit avoir introduit à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie une requête et est toujours dans l'attente. Et voilà comment sa hiérarchie explique le manque d'enseignants dans son établissement. Comment cela s'explique? C'est parce que pour le moment, l'État n'a pas pu, en tout cas, pourvoir tous ces établissements-là en enseignants nécessaires. Mais je pense qu'incessamment, ça sera fait. Tous les besoins nécessaires sont compilés et envoyés à la hiérarchie régionale. Nous ne pouvons que faire ça en attendant. Il n'y a pas que les enseignants qui manquent dans ce CG. Le collège n'a pas suffisamment de tables-bancs. Ce dispositif pour pallier le manque. Oui, depuis l'année passée, on est venu construire l'école, mais il n'y a rien comme équipement. Donc, souvent, on part payer des planches depuis Puitenga pour venir confectionner des tables-bancs pour les élèves. Vous l'avez constaté dans les classes. Les manuels scolaires, les bureaux pour les enseignants et les surveillants font aussi défaut. Le manque de logement est aussi crucial. Ce bâtiment qui devrait abriter seulement les bureaux de l'administration est devenu le logement du directeur. Selon le directeur provincial de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Yaga, presque tous les établissements de la province vivent les mêmes réalités. Et il appartient à chaque directeur, ajoute-t-il, de libérer son génie créateur pour faire fonctionner son établissement en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Ce n'est pas l'eau seulement qui connaît un déficit. Beaucoup d'émotions. Hier, au Musée national, Adama Dramé, le célèbre musicien burkinabé, a remis au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme son premier djembé qui date de 1969. Cet instrument a marqué la carrière musicale de l'artiste. Une contribution qui enrichit ainsi le patrimoine culturel national. Moussa Ouedraogo, Kadisanogo. À travers ce geste, le célèbre percussionniste et musicien de renommée internationale Adama Dramé remet son premier djembé au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme au profit du Musée national. Ce djembé qui date de 1969 est un concentré d'affection, d'amour, de reconnaissance, une partie de sa vie. Avec cet instrument de musique, il a porté très haut le flambeau du rayonnement culturel du Burkina pendant 50 ans. Après 50 ans de carrière dans le monde entier, cet acte pour moi est, comme l'a dit le ministre, c'est un acte de patriotisme. C'est parce que j'aime mon pays
j'aime ma culture, je suis fier de mon identité burkinabé et que cet instrument est une partie de moi-même. Et le remettre au ministre pour le musée national, pour moi, il n'y a pas mieux. Pour le ministre en charge de la culture, la remise de ce djembé est un moment historique. C'est un patrimoine culturel qu'il cède à la nation. Ce geste de Adama Dramé, c'est la forme la plus achevée du don de soi. C'est la manifestation la plus parfaite du don de soi. C'est un sacrifice. Il a accepté donner une partie de lui-même, une partie de sa vie, de son esprit, de son âme à la nation. C'est un acte symbolique, c'est un acte hautement patriotique qu'il faut saluer. Le directeur général du musée national a souligné qu'avec ce don au musée de son premier djembé, Adama Dramé devient immortel. Il va contribuer à enrichir le patrimoine national. Établir une relation entre la science et la Bible, c'est l'exercice auquel s'est livré hier le révérend Roger Sanon Eliou. C'était à l'occasion de la 7e édition de la conférence nationale de l'Église baptiste biblique qui s'est tenue à Ouagadougou. Paul David Bambara, Yolande Lompo. Avec le docteur Roger Sanon Eliou, il va en ces lieux essayer d'établir une relation entre science et Bible. Mieux, décrypter les Saintes Écritures. Et selon le conférencier, aucun domaine de la vie n'échappe à la Bible, car elle serait le fondement de la science et du progrès. Le concept comme progrès et science est généralement employé par les hommes séculiers. Mais c'est bien que pour qu'il y ait un équilibre, le séculier et le sacré doivent, n'est-ce pas, se comprendre, s'entendre. Nous allons insister sur la science, qui est la connaissance, le savoir, et nous allons expliquer ce que c'est que le savoir et ce que c'est que la science peut apporter, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu en ce qui concerne les données bibliques. Le plat de résistance servi à l'assistance à ce rendez-vous biennal, ponctué de louanges et de prières au Dieu de l'univers, est également constitué de doctrines sur l'Esprit Saint, la rédemption, le salut, le péché et la sainteté. Pasteur depuis plus d'une trentaine d'années, l'homme de Dieu contribue à travers ses publications à enrichir la littérature chrétienne. Il est ressorti de cette conférence que la Bible est un ensemble de 66 livres structurés en 2 grandes parties. La Bible est au centre d'un autre rendez-vous, le pèlerinage annuel de Yagma, qui bat son plein actuellement au nord de Ouagadougou et sur lequel nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions. La Corée du Nord, passée maître dans l'art de la provocation après les essais nucléaires, Pyongyang a lancé hier une fusée qui serait en fait un missile de longue portée en dépit des mises en garde des États-Unis et de la Corée du Sud. Le lancement de cette fusée a suscité un tollé général à travers le monde. Nouvelle provocation de la Corée du Nord à l'égard de la communauté internationale. Pyongyang a procédé la nuit dernière au lancement d'une fusée de longue portée, un tir qui viole plusieurs résolutions des Nations Unies. Une présentatrice de la télévision d'État a expliqué que ce tir avait permis de placer avec succès un satellite d'observation de la Terre en orbite et que ce lancement avait été ordonné personnellement par le dirigeant Kim Jong-un. Les condamnations sont nombreuses, à commencer par celle de son voisin sud-coréen. La Corée du Nord a ignoré l'avertissement de la communauté internationale et s'est rendue coupable d'une provocation inacceptable en lançant un missile à longue portée après avoir mené son 4e test nucléaire, a déclaré la présidente sud-coréenne. Condamnation également du Japon par la voix de son Premier ministre Shinzo Abe. Nous ne tolérerons pas le fait que la Corée du Nord continue avec ses lancements malgré les appels répétés à la retenue. Après le test nucléaire en janvier, ce missile constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité. Nous allons faire le mieux que nous pouvons pour protéger la sécurité de nos peuples. Pyongyang soutient que son programme spatial a une visée scientifique, mais la plupart des pays estiment qu'il s'agit d'une couverture pour des essais balistiques. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui.
Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer et présenter le journal toute cette semaine. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.